Coucou, c'est Amira. Bienvenue dans le podcast Un micro entre nous, le podcast qui a été créé pour toutes ces fois où j'aurais aimé qu'il y ait un micro entre nous. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous dire que les gens qui vous critiquent le font parce qu'ils sont jaloux. En commençant par ce que ma mère me disait quand j'étais plus jeune, quand je me faisais un petit peu embêter à l'école, un petit peu critiquer, plutôt au collège, elle me disait « Mais Amira, ils te critiquent parce qu'ils sont jaloux ». Et alors, pour moi, c'était lunaire parce que je me disais, ils sont jaloux de quoi? J'étais pas particulièrement jolie, intelligente, populaire, riche, m'habillais pas particulièrement bien. Il y avait rien à jalouser selon moi. Et du coup, je comprenais pas ce que me disait ma mère et surtout, désolée maman, je sais que tu vas m'écouter. Et je le prenais pas au sérieux parce que je me disais, c'est ma maman. Elle est pas objective, dans ses yeux. Je suis extraordinaire parce que je suis son enfant, mais la vérité c'est que bof. Y a pas de quoi être jaloux et du coup j'ai jamais trop pris au sérieux quand elle me disait ça. En tout cas, ça me rassurait pas. Et pour autant, elle avait raison. C'est souvent le cas des mamans, elles ont souvent raison. En fait, ce que j'avais pas compris, c'est que les gens sont pas forcément jaloux de quelque chose d'obvious, d'évident. Les gens sont pas forcément jaloux. Enfin, oui, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il y a de la jalousie, ça c'est clair, mais on le sait un peu tous. Si, je sais pas, une fille est particulièrement jolie, on sait très bien qu'elle va susciter la jalousie. Mais il y a des sujets sur lesquels c'est assez évident que ça va générer de la jalousie. Mais on se rend pas compte qu'en fait, il y a énormément de sujets qui peuvent générer la jalousie. Et moi, je vais aller plus loin. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas conscients, qui sont jaloux, qui sont envieux ou juste frustrés. Et c'est la raison pour laquelle parfois ils sont méchants, ils envoient des piques, ils critiquent, ils embêtent. J'y embête parce que je reprends mon exemple de quand j'étais au collège, mais j'ai même envie de dire parfois des fois jusqu'au harcèlement. Même si pour moi toutes ces choses-là ne se justifient pas, elles s'expliquent seulement. Ça permet en fait, selon moi, de passer au-dessus de certaines critiques, de certains pics que les gens peuvent nous faire. Et passer au-dessus du fait aussi que les gens ne nous aimeront pas toujours. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir se lancer dans des projets, pour pouvoir se sentir mieux dans un environnement, pour pouvoir oser faire quelque chose, prendre la parole, etc. Parce qu'en fait, il faut admettre qu'il y aura toujours des gens qui qui, au lieu d'admirer votre lumière, vont penser que ça leur fait de l'ombre. Et c'est important de se rendre compte de ça, même si, objectivement, là, pendant que tu m'écoutes, tu dois certainement te dire, moi, y a rien à envier, quoi. Mais je t'assure que si, tu vas voir, et je l'espère au fil de l'épisode, que tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses dans ce que tu possèdes ou dans ta personnalité qui peuvent faire envie à des gens. Et parfois, quand ces gens-là ne prennent pas conscience de leur jalousie, de leur envie, de leur frustration, ou qu'ils n'arrivent pas à le gérer, la plupart du temps, les gens deviennent méchants. Et j'ai quelques anecdotes à raconter à ce sujet. Ce que j'ai dit à la fin de mon épisode « L'esprit guerrier, rien ne m'arrête », c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Parce que déjà, chacun a ses propres compétences, capacités, etc. Mais aussi et surtout parce qu'en fait, on a forcément quelque chose en nous. Et il y a d'autres personnes autour qui l'admirent, qui l'envient, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Et nous, on va forcément envier et admirer quelque chose autour de nous. Et c'est OK. La seule chose, il faut que ce soit sain. Sain, c'est-à-dire que nous, quand on envie quelqu'un ou... On peut éprouver de la jalousie, la frustration, tout ça, c'est des sentiments OK. Il faut qu'on en ait conscience et qu'on ne le fasse pas subir à la personne parce que c'est pas de sa faute. Si elle a ce qu'on n'a pas ou si elle a ce qu'on aimerait avoir ou si elle est ce qu'on aimerait être. Et dans l'autre sens, sain dans le fait de le recevoir, de comprendre que quand les gens parfois, ils nous prennent un peu en tête de turc, on va dire ça comme ça. J'aime pas trop cette expression, elle est moche. Hein. C'est horrible en plus pour les Turcs. J'essaierai de trouver une autre expression parce que tête de Turc, c'est vraiment pas terrible. On est dans leur ligne de mire. C'est mieux. On est dans leur ligne de mire. De dédramatiser, de pas le prendre personnellement et de se rendre compte qu'il faut plutôt avoir de la peine pour la personne qui est en face parce que c'est elle qui n'arrive pas à gérer cette envie, cette frustration et se dire qu'il y a forcément au milieu de tout ça une éloge, un compliment.
Je vais commencer par te lire un tweet que j'ai vu sur Twitter. Alors oui, ça s'appelle X maintenant, mais excusez-moi, je suis sur Twitter depuis 2014, alors il est hors de question que j'appelle ça X. Je l'ai vu il y a 2 jours et il m'a un peu frappée. Donc je vais vous le lire. Ton modeste mariage est le rêve de chaque célibataire. Le peu d'argent que tu possèdes est le rêve de chaque endetté. Ton petit appartement est le rêve de chaque SDF. Ton dur boulot est le rêve de beaucoup de chômeurs. Ton enfant turbulent est le rêve de chaque personne stérile. Et ta bonne santé est le rêve de chaque malade. Donc c'est vrai que c'est un petit peu culpabilisant parce que ça impose à la personne de ne pas se plaindre. En disant, bah voilà, toi t'as un appartement, il y a des gens qui sont à la rue. Toi t'es en bonne santé, il y a des gens qui sont malades. Je pense que chez certaines personnes, ça crée juste de la culpabilité et on se sent juste mal en se disant bah du coup j'ai pas le droit de me plaindre parce que moi j'ai quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas et on a toujours quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas, on est bien d'accord. Je veux plutôt qu'on le voie dans ce sens-là. Dans le sens où en fait, même les choses qu'on a qui sont maigres, par exemple le peu d'argent que tu as et le rêve de chaque personne endettée, te dire bah ok moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais peut-être que bah moi je suis pas endettée. Du coup, je me rends compte que même si moi, j'ai pas l'impression que ma situation fait envie ou peut faire des jaloux parce que je suis pas extrêmement riche, parce que voilà, je suis pas dans un milieu social très élevé, etc. Il n'empêche que, bah, il y a peut-être quelqu'un qui est encore en dessous de moi qui peut m'envier ou m'admirer dans l'autre sens. Ou avoir envie d'arriver à mon niveau. Et encore une fois, tout ça, c'est ni pour dire qu'il faut pas se plaindre, ni voilà pour culpabiliser, mais plutôt de le voir sous le prisme de j'ai forcément quelque chose que quelqu'un n'a pas, ou je suis forcément quelqu'un, ou j'ai forcément un type de personnalité que quelqu'un veut. Si par exemple, vous êtes quelqu'un de très organisé, c'est dans votre mentalité, dans votre personnalité. Il y a peut-être quelqu'un qui vous envie, qui voit votre organisation, et qui se dit j'aimerais tellement être organisée comme elle. Des fois, c'est pas du matériel. Des fois, c'est dans la personnalité. Vous êtes à l'aise à l'oral, il y a peut-être quelqu'un d'un peu plus timide ou un peu moins à l'aise à l'oral qui va vous regarder en disant waouh, qu'est-ce que j'aimerais être aussi à l'aise à l'oral qu'elle. Vous voyez ? Donc, c'est important de se dire que c'est pas parce que d'apparence on n'a pas forcément quelque chose qui peut faire envie ou qui peut donner envie ou qui peut générer de la jalousie ou de la frustration que c'est pas le cas. Et pour ça, j'ai une première illustration avec une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais au collège. Donc quand j'étais au collège, il y avait une fille de ma classe qui m'embêtait. Donc je vais réutiliser le terme embêter. Je vais pas du tout parler d'harcèlement parce que pour moi, c'était pas du harcèlement. Donc elle m'embêtait beaucoup et elle m'avait vraiment... j'étais vraiment dans sa ligne de mire. Et elle s'acharnait un petit peu sur moi. Et ma mère m'avait déjà dit à plusieurs reprises, oui, c'est très certainement qu'elle est jalouse. Alors pour moi, il n'y avait pas du tout de raison d'être jalouse. Elle n'était pas timide. Moi, j'étais beaucoup plus timide quand j'étais plus jeune. Alors moi, j'avais une copine. Je vais plus lancer ma meilleure amie et c'est toujours le cas. Aurélie, coucou si tu passes par là. Et on va dire que, entre guillemets, j'avais que ça. J'étais pas trop mauvaise à l'école aussi, mais à ce moment-là, on va dire que j'avais que ça. J'étais plus jeune que les autres, j'étais pas particulièrement populaire, pas particulièrement jolie, j'avais pas de tenue à la mode, enfin vraiment il y avait rien qu'on pouvait envier chez moi. J'étais plutôt malheureusement l'archétype de l'élève, l'étudiante, l'adolescente qui se fait embêter. Et cette fille-là, c'était un peu l'inverse. Elle était habillée avec des vêtements de marque, elle était très très grande. J'avais l'impression en tout cas qu'elle était un peu appréciée de tout le monde. Plus tard, j'ai compris qu'en fait elle était crainte. Les gens avaient peur d'elle, donc ils étaient sympas avec elle, parce qu'elle était un peu tyrannique. Et je comprenais pas qu'est-ce qu'elle pouvait m'envier. Il y avait rien à envier. Je comprenais même pas pourquoi elle m'embêtait, en fait, parce que à côté d'elle, sans me dénigrer, mais j'étais un microbe, quoi. Je pouvais vite passer inaperçue, je pouvais vite être oubliable. Je comprenais même pas comment elle me voyait. J'aurais aimé qu'elle ne me voie pas, qu'elle m'ignore, que je sois transparente. Et plus tard, beaucoup plus tard, des années après, j'ai appris que quand elle était en primaire, parce que moi elle a commencé à m'embêter en 6e, quand elle était en primaire, en fait, elle se faisait harceler. Alors là, je vais utiliser le terme harcèlement parce que de ce que j'ai entendu, c'était quand même du harcèlement. Ils se moquaient d'elle, notamment parce qu'elle était très grande de taille, mais plein d'autres choses. Et pour éviter que, c'est jamais, un jour mon podcast écouté par plein de personnes qu'on reconnaisse cette personne, quoique ceux qui ont été au collège avec moi sauront de qui je parle.
J'essaie de remuer des propos qui ont mené à du harcèlement, mais voilà, il se moquait beaucoup d'elle et de ce que j'ai compris, elle n'avait pas de copine, ou pas beaucoup, mais je crois qu'elle n'avait pas trop de copines et qu'elle le vivait très 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 mal. Et en fait, plus tard, enfin à ce moment-là déjà j'ai commencé à le comprendre, et plus tard, surtout en arrivant à l'âge adulte, j'ai pu en faire deux conclusions. La première, c'est qu'en fait, elle s'est sentie tellement mal quand elle était en primaire que je pense qu'en arrivant au collège, elle a voulu s'imposer et avoir du pouvoir et se dire bah, maintenant c'est moi, j'embête les autres. Alors je dis pas que c'est une bonne solution, hein. Et je dis pas que ça justifie ce qu'elle a fait ni que ça pardonne ce qu'elle a fait, au contraire. J'étais pas la seule qu'elle a embêtée. Moi je sais que je m'en suis pris pas mal dans la gueule, mais j'étais pas la seule qu'elle a embêtée. Et je pense qu'elle s'est dit voilà, en fait les gens ils se sont moqués de moi, maintenant les gens ils se moqueront plus de moi, et au lieu de le voir d'un point de vue d'essayer de devenir quelqu'un de bien, elle a décidé de prendre l'autre chemin, c'est de se dire bah maintenant pour pas me faire écraser, c'est moi qui vais écraser les autres. Et la deuxième, c'est que je pense qu'en fait elle se voyait en moi. La personne que j'étais quand je suis arrivée en 6e ressemblait certainement à l'enfant qu'elle était tout son primaire où elle se faisait harceler. Et du coup, je pense qu'elle se voyait en moi. Et du coup, déjà, j'étais la cible parfaite si elle voulait reproduire ce qu'elle avait vécu, forcément. Mais je pense aussi que la grosse frustration, c'est que elle me faisait subir ce qu'on lui faisait subir, justement d'ailleurs, parce que moi, j'avais rien fait, j'étais pas en primaire avec elle. Ce qu'on lui avait fait subir en primaire. Mais à la différence d'elle, je pense, je ne le vivais pas aussi mal. Pourquoi ? Parce que j'avais ma meilleure amie. On était deux. Donc j'avais quelqu'un chez qui trouver du réconfort. En fait, j'étais jamais seule finalement. J'étais toujours avec quelqu'un. Et je pense que elle s'en rendait pas compte, mais qu'en fait, ça a généré une grosse frustration chez elle de se dire pourquoi moi. Mais encore une fois, pour moi, c'était pas conscient. Et c'est de la psychologie de comptoir. Pourquoi moi, quand je me faisais embêter, quand je me faisais harceler, j'avais personne, et pourquoi elle, alors qu'elle ressemble en tout point à qui j'étais, pourquoi elle a le droit d'être soutenue, elle a le droit d'avoir quelqu'un, elle a le droit d'avoir quand même une amie malgré tout. Et je pense que ça a généré une forme de jalousie. Je pense que ma relation avec ma meilleure amie a généré beaucoup de jalousie avec le recul maintenant, je pense. Mais en tout cas chez elle, et je pense que c'est ça qu'elle supportait pas. De me voir vivre mieux ce qu'elle avait vécu. C'est hyper tordu. Mais en fait, je pense pas que tout ça c'était conscient. Je pense qu'elle s'en rendait pas compte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui l'a dérangée beaucoup chez moi. Et c'est pour ça qu'elle s'est acharnée sur moi. Alors que, encore une fois, en prenant du recul, elle avait rien à m'envier. Il y avait vraiment pas de facteur jalousie, en fait. J'étais pas particulièrement intéressante, comme j'ai dit, j'aurais même pu être oubliable sans problème, si ce n'est que les personnes qui harcèlent ou qui embêtent cherchent en général des cibles qui sont plus isolés, plus seuls, plus peut-être timides, plus renfermés, plus marginaux, etc. Mais je cochais quand même pas toutes ces cases-là. Et pour autant, je pense que ce qui l'a vraiment dérangée, c'est que j'avais une amitié, une vraie amitié, et elle n'a jamais réussi à en avoir. En tout cas, quand j'étais... toute la période où j'ai été au collège avec elle, elle n'a jamais eu de réelle amitié. Elle a eu des copines, elles sont parties, qui sont revenues. Et je pense que ça a généré de la jalousie. Et c'est pour ça, c'est en fait une manière d'illustrer que, même si c'est pas évident, il s'avère que il y a quand même des personnes qui vont trouver chez vous, dans votre personnalité, dans votre entourage, dans vos passions, quelque chose qui va peut-être les frustrer, qui va générer peut-être de la jalousie. Et quand cette jalousie, elle est consciente et qu'on arrive à s'en rendre compte, à se dire ok, moi je suis jalouse parce que, je sais pas moi, elle a une bonne relation avec sa mère et pas moi, ça reste sain parce qu'on se dit ok, j'ai conscience que je suis jalouse et voilà. Mais en fait, quand on ne l'est pas et quand on refoule parce qu'on n'arrive pas à l'assumer, c'est difficile de s'assumer ce genre de choses, hein, je l'entends. Mais ça va ressortir d'une autre manière. On va critiquer souvent la personne. On va lui envoyer des pics dès qu'on peut. Et en fait, des fois même le sujet qui va nous générer de la jalousie ou de la frustration, on va essayer de le tourner en dérision. On va essayer de le rabaisser soit devant la personne, soit dans son dos. Et ça en dit long et ça permet aussi
si vous ne vous en... Je vais y arriver. Vous ne vous en étiez pas rendu compte avant. Qu'en fait, quand on observe autour de soi les gens qui sont en permanence dans la critique, et surtout quand ils prennent une personne en particulier, et les sujets qu'ils tournent en particulier en dérision, ou qu'ils rabaissent, c'est souvent des choses qui les frustrent chez eux-mêmes. Et ça permet de faire un peu encore une fois, de psychologie du comptoir. On s'entend. Il y a des gens avec qui on n'a pas d'affinité, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui nous ont fait du mal aussi. Je dis pas que quand on critique quelqu'un ou quand on parle de quelqu'un derrière son dos, etc. On le fait tous. Hein. Ça sert à rien de m'écouter en disant « moi, non ». On le fait tous, je le sais. Surtout nous les femmes, malheureusement, c'est un gros défaut, je pense, chez nous. Mais je pense que nous les femmes, on le fait plus, pas parce qu'on est des sorcières. Ah, certaines, c'est des sorcières quand même, non? Non. Je pense que c'est parce qu'on se rend compte. Il y a quasiment... Ouais, il y a plus d'1 an, je travaillais quelque part et mon manager, il me faisait cette réflexion. Il me disait, les femmes, elles sont beaucoup dans la critique. Et il me dit, mais je crois que c'est parce que nous, les hommes, on se rend pas compte. On n'observe pas. On regarde pas les détails. Il me dit, du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la critique, parce qu'on se rend pas compte. Il me dit, je suis sûre que si on remarquerait comme vous, donc les femmes, on critiquerait tout autant. Et je crois qu'il avait raison. On remarque peut-être un peu plus les détails, on fait un peu plus attention, et on est un peu plus sensible aussi, je pense. Bon, c'était pas le sujet. Donc effectivement, c'est comme ça et ça arrive chez tout le monde. C'est pas très bien, mais on le fait tous. Et surtout quand c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, on a tendance à beaucoup en parler, aussi à rabaisser un petit peu la personne, ou à la critiquer souvent derrière son dos, parce que ça nous fait du bien et parce qu'on a été blessé, etc. Je diabolise pas ça, même si dans la réalité, c'est pas très bien de le faire. On le sait. Mais je vais pas jouer la reine de la morale avec vous. Mais la vérité, c'est qu'en fait, quand on n'aime pas quelqu'un, quand on n'a pas d'affinité avec quelqu'un, la meilleure chose à faire, et c'est ce qu'on est censé faire quand c'est juste sain, c'est qu'on fréquente pas cette personne, on l'évite au maximum, on garde le respect minimum quand on est en présence de cette personne, mais on fait pas plus. On passe pas son temps à la critiquer dès qu'on peut, et surtout critiquer ses faits et gestes, tout ce qu'elle dit dans les moindres détails, et on lui envoie pas des pics en permanence. Si vous vous reconnaissez dans tout ça, ce serait peut-être temps de se poser et de se demander qu'est-ce qui, chez cette personne, vous frustre, en fait. Est-ce que vous dites, oh là là, cette personne, je vois qu'elle est quelque part, elle prend toute l'attention. Est-ce que ça vous dérange qu'elle prenne l'attention? Ou est-ce que ça vous dérange parce que du coup, personne ne vous regarde? Est-ce que ça vous dérange parce que c'est vous qui vouliez être le centre de l'attention? Si cette personne, elle attire les regards quand elle arrive quelque part, c'est qu'elle a une certaine aura, un certain charisme, qui fait que les gens se retournent vers elle quand elle est là. Est-ce que c'est ça finalement qui vous frustre? J'ai donné un exemple évidemment, mais il y en a plein d'autres. Cette personne-là, si je reprends un exemple un peu scolaire, elle participe tout le temps en classe, elle se prend pour madame je sais tout. Purée, on serait bien qu'on l'entende pas au moins un cours. Est-ce que ce qui vous dérange en fait, c'est pas le fait que vous avez pas le culot qu'elle a de lever la main à chaque fois pour poser des questions? Est-ce que ce qui vous frustre finalement, c'est pas le fait que... En fait, je dis vous, mais vous pouvez le voir dans l'autre sens, hein. C'est parce que je vous parle. Est-ce que ce qui vous frustre, c'est que vous auriez jamais eu la pertinence de ces questions, ou parce que vous êtes trop timide, ou parce que vous n'avez pas ces capacités oratoires? C'est important de se poser ces questions-là parce que, en fait, ça nous ronge d'être frustré ou d'être jaloux quand on s'en rend pas compte. Et ça peut blesser des gens ou mener à ce que... même des fois un petit... Enfin non, peut-être c'est un peu extrême. Oui, je pense que ça, si on s'en rend pas compte, ça peut mener à du harcèlement, s'il y a un effet de groupe et si on décide de s'acharner sur une seule personne. Surtout quand on est jeune. Enfin, surtout quand on est jeune. Je dis ça, mais en réalité, je crois que ça se voit un peu partout, même dans le monde du travail, etc. Les gens, sur ça, n'ont pas forcément mûri. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous critiquez quelqu'un que vous la critiquez vraiment parce que vous l'aimez pas, mais peut-être parce qu'elle reflète quelque chose que vous aimeriez avoir ou que vous auriez aimé être capable de faire. Et dans l'autre sens, du coup, c'est pareil. Par exemple, vous lancez dans un projet qui, oui, objectivement, il va pas forcément marcher, mais vous vous mettez à fond.
si vous avez des gens de votre entourage ou pas, qui descendent l'idée, qui la rabaissent, qui essaient de vous faire comprendre que vous n'êtes pas capable, etc. La question est de savoir est-ce qu'ils le pensent ou est-ce que ça les frustre parce qu'ils n'auraient jamais été capables de prendre les risques que vous prenez. Moi, je vais vous dire, la réponse est toujours la deuxième. La réponse, c'est rare que les gens sachent vraiment ce dont vous êtes capable. Et même si c'est le cas, à la limite, tu sais que ton projet il est un petit peu risqué, tu sais que voilà, tu risques de perdre ça, ok, vas-y à fond maintenant et donne-toi à fond et voilà, et si moi je peux t'aider, je suis là. Quand on est quelqu'un de sain, c'est comme ça qu'on agit. Par contre, on peut pas savoir comment les gens, la capacité des gens à... Oh, c'est pas français ça. À quel point les gens sont capables de réussir un projet finalement. Et la personne elle-même, souvent elle en est pas capable et d'ailleurs souvent elle se sous-estime aussi. Mais si quelqu'un, peu importe le projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, est rabaissant, parfois des fois les gens sont humiliants, on fait comprendre que vous n'êtes pas capable, etc. Souvent c'est de la frustration. La personne en face se dit « je n'aurais jamais été capable de faire ce qu'il ou elle fait. Je n'aurais jamais eu le culot de me lancer, de prendre ces risques-là. Et donc comme moi, ça me ramène à une certaine incapacité à faire les choses et que je ne suis pas capable d'accepter cette frustration, de gérer cette frustration. Alors je vais essayer de faire en sorte que cette personne, elle perde confiance en elle, qu'elle arrête. Comme ça, on est tous les deux au même niveau. Il y a des gens qui sont prêts aussi à vous voir réussir si c'est jamais mieux qu'eux. Et c'est important de se le dire pour pas être démoralisé par les gens qui vous suivent pas dans des projets, qui vous encouragent pas, qui sont indifférents, parce que faut pas le prendre personnellement, faut pas dire cette personne elle sait que je suis pas capable. Non, cette personne, elle sait que vous en êtes capable et elle a pas envie parce que ça la ramène à sa propre incapacité. Non pas que elle, si elle se lançait dans le projet, elle saurait pas faire, hein. C'est qu'elle n'a pas le courage de se lancer. Donc, elle vous rabaisse parce que ça la rassure. Et les gens le font parfois consciemment, mais la plupart du temps, ils le font inconsciemment. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas prendre la personne en face en lui expliquant ça, parce que les gens ne s'en rendent pas compte. J'ai une autre anecdote à vous donner. Quand j'étais plus jeune, il y avait une personne de mon entourage, une fille de mon entourage, qui parlait beaucoup en mal de moi. C'était un entourage proche. Elle parlait beaucoup en mal de moi et c'est arrivé à mes oreilles et ça m'avait un petit peu blessée, forcément, parce que c'était quelqu'un de mon entourage avec qui je m'entendais bien. Mais je lui en ai jamais parlé. Puis il s'avère que quelques années après, alors qu'on s'entendait beaucoup mieux, j'ai osé lui poser la question et cette personne a été hyper honnête avec moi et ça a été hyper éclairant. Je lui ai posé la question, je lui ai dit écoute, voilà, il y a quelques années, j'ai entendu dire que tu disais ça sur moi. Déjà, je voulais savoir si elle le confirmait. Et une explication peut-être, parce que ce qu'elle disait était objectivement faux. Je donne volontairement pas trop de détails. Et en fait, cette personne-là assume. Déjà, je trouve que c'est beaucoup de courage d'assumer. Cette personne-là assume, me dit oui, c'est vrai, je disais ça sur toi. Et en plus d'avoir assumé, elle a été très lucide sur son comportement. Elle m'a dit, en fait, j'étais extrêmement frustrée. Enfin, j'étais jalouse, en fait. Non, le terme qu'elle a utilisé, c'était jalouse. Elle m'a dit, j'étais jalouse parce que toi, t'avais ça que moi, j'avais pas. Et comme c'était trop dur pour moi de l'accepter, j'essayais d'imaginer que t'étais une personne que j'aimais pas parce que c'était plus simple pour moi. Et alors, je me souviens que j'avais été extrêmement gênée quand cette personne m'a avoué ça parce que avoir quelqu'un qui vous dit droit dans les yeux, je suis jalouse de toi ou j'étais jalouse de toi, c'est dur. C'est vraiment difficile, voilà. Mais en tout cas, moi, j'étais très mal à l'aise, mais j'ai apprécié l'honnêteté parce que à la fois, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, elle n'était pas méchante. C'est qu'elle n'a pas su gérer à un moment donné sa jalousie et c'est pas grave. Et qu'en plus de ça, elle est suffisamment honnête pour me dire qu'effectivement, elle a été jalouse et je pense que ça a été dur pour elle à assumer. Hein. Donc c'est vraiment, c'est un exemple de courage incroyable. Et moi, ça m'a permis de mieux comprendre. C'est un peu là où j'ai commencé à comprendre qu'il ne faut pas prendre personnellement les critiques des uns et des autres. Parce que souvent, c'est le reflet de ce qu'on n'est pas, de ce qu'on n'est pas capable. Il y a une femme que je suis sur les réseaux sociaux qui prône le fait qu'elle est maman au foyer et qu'elle adore ça et qu'elle est contente et qu'elle est fière de pouvoir s'occuper de ses enfants, etc. Et c'est un petit peu... Enfin, je sais pas trop si c'est le fond de commerce de son compte Instagram.
Bah, je pense que c'est un compte famille, mais je trouve qu'elle en parle pas mal, mais tant mieux pour elle. Et moi, je m'y reconnais pas forcément parce que c'est pas mes projets de vie, mais sans plus. Je passe à autre chose. Et, et en fait, récemment, elle a mis en story des extraits de DM qu'elle reçoit, ou de commentaires. C'est pas des DM en plus, c'est des commentaires sous des reels, sous des photos, je sais plus. Vraiment méchants. Du genre, oui, moi je travaille, je sais pas moi, dans les EHPAD ou quelque chose comme ça, et les enfants, ils appellent jamais leurs parents, donc tu auras consacré ta vie à tes enfants, mais tes enfants ils vont jamais te calculer quand tu seras vieux, ils s'occuperont pas de toi, oui, comme ça t'as aucune indépendance, tu te fais pas ton propre argent, enfin des trucs vraiment horribles, ouais, ta vie elle tourne autour de tes enfants, mais méchant, mais méchant. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens ils lui disent ça? Genre, elle a rien fait. Elle est contente d'être maman au foyer. Peut-être qu'il y a plein de femmes qui se reconnaissent et qui du coup peut-être se rassurent en voyant son compte, en se disant, bah ok, en fait, j'ai le droit de vouloir être une maman au foyer, parce qu'il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux une tendance à boss girl, business girl. Je suis une fille, je suis indépendante, j'ai mon indépendance financière, je travaille, je suis voilà une femme moderne du 21e siècle, et ni l'un ni l'autre n'est bien ou pas bien, ça dépend des personnalités de chacun, des envies de chacun et des besoins de chacun. Il n'y a pas de règles. Certains s'épanouissent dans le cadre uniquement de leur foyer, d'autres ont besoin de s'épanouir à l'extérieur. Je ne supporte pas, alors là je dévie un peu du sujet, mais je ne supporte pas quand on voit une fille qui est indépendante, voilà, indépendante financièrement, dans son travail, etc., et qu'on la rabaisse en disant ah ouais, mais en fait, elle est seule avec ses chats, elle rentre à la personne à la maison, plus tard, si elle n'a pas d'enfant, personne n'ira la voir quand elle sera, je sais pas, en maison de retraite, elle sera toute seule, personne s'occupera d'elle et tout, parce qu'en fait, elle a le droit de d'avoir un mode de vie qui lui convient, de travailler, d'être carriériste, de faire son propre argent, peut-être de pas vouloir d'enfant, peut-être de pas vouloir être en couple, enfin, elle a le droit. Et elle n'est pas une moins bonne personne. Ou même elle a le droit aussi d'être maman et de se concentrer sur sa carrière, hein. Pourquoi les hommes ils auraient le droit de le faire et pas les femmes? Mais dans l'autre sens, ce truc-là, enfin cette vision-là, elle ne doit pas rabaisser les femmes qui veulent rester au foyer, s'occuper de leurs enfants, parce que pour elles, ce qu'elles priorisent, c'est la famille, parce que elles ont quelqu'un à la maison. Bon, souvent, si je mets le cadre un petit peu traditionnel, elles ont quelqu'un à la maison qui subvient aux besoins du foyer, et que c'est ok, ça leur convient, c'est bon pour elles. Cette maman-là, en plus en question, elle est sur les réseaux sociaux, et je pense qu'elle est pas mal sur les réseaux sociaux, donc elle est pas si maman au foyer que ça, parce qu'elle travaille quand même, enfin je pense qu'elle travaille sur les réseaux. Je la vois de temps en temps, j'avoue que je la suis pas assidûment, mais en plus de ça, il suffit qu'elle gagne de l'argent à travers ses réseaux sociaux, et d'un coup, elle reste quand même une maman qui travaille, même si c'est sur Internet. De rabaisser ces mamans-là ou ces femmes-là en disant bah oui, tu restes à la maison, voilà quoi, t'as pas d'indépendance, tu vaux moins que nous parce que tu travailles pas, parce que tu cotises pas, parce que voilà, quand tes enfants ils vont partir à l'école et qu'ils vont grandir, tu vas faire quoi de ta vie? Enfin, mais ça va pas quoi. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, chacun a le mode de vie qu'il souhaite, et je vais expliquer pourquoi j'ai raconté ça parce que je dévie du sujet. En fait, du coup, je lui ai envoyé un message en lui disant, en fait, les gens sont jaloux. Ils sont frustrés parce qu'en fait, elle doit avoir quelque chose que n'ont pas. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, qui aimeraient avoir des enfants, et comme ils n'arrivent pas à gérer cette frustration-là, ils le ressortent comme ça. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas de conjoint/conjointe. Donc elle, en l'occurrence, elle a un conjoint. Donc peut-être que c'est des personnes que ça frustre aussi, qui se disent... finalement qui se disent non, qui inconsciemment sont frustrés parce qu'ils aimeraient avoir une vie de famille, de foyer, etc., et qui n'ont personne dans leur vie pour construire ça, construire ce foyer, construire cette famille. Voilà, c'est peut-être des gens qui ont ça, cette vie de famille, mais qui ont une personne à la maison qui ne peut pas subvenir suffisamment aux besoins de la famille, et elles sont obligées de travailler. Et en fait, tout ça, ça génère de la frustration. Et soit on est ok avec soi-même, se dire, moi j'aimerais être maman au foyer, mais je peux pas parce qu'aujourd'hui la vie elle est trop dure et je suis obligée d'aller travailler pour apporter de salaire à la maison.
Cette maman-là, elle peut rester à la maison. Elle a de la chance. Je l'envie parce que j'aimerais avoir ce qu'elle a. J'espère qu'un jour, je pourrai l'avoir. Point. Et du coup, c'est sain parce que pour moi, de la jalousie ou la frustration, elle n'est pas malsaine. C'est sain tant que nous, on est d'accord avec nous-mêmes et qu'on se dit, ok, moi, j'ai conscience que je suis jalouse de ça, 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 ça. Peut-être que je peux le mettre en place, peut-être pas. Dans mon exemple actuel, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, cette maman-là, elle vit sa meilleure vie, elle peut rester au foyer parce que son conjoint peut subvenir aux besoins de sa famille sans qu'elle ait besoin d'aller travailler. C'est génial, c'est trop bien. Je suis contente pour elle et j'espère un jour pouvoir l'atteindre. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et ben c'est ok. Mais à partir du moment où la personne elle est frustrée parce que moi j'aimerais m'occuper de mes enfants mais je peux pas. Du coup, quand j'ouvre Instagram et que je vois cette maman qui dit moi je suis maman au foyer, je peux m'occuper de mes enfants, blablabla, ça me frustre. C'est pas la faute de la maman qui met sur Instagram. Hein. Qu'on s'entende parce qu'on suit qui on veut, on bloque qui on veut, on arrête de suivre qui on veut. Les gens qui nous mettent mal à l'aise, on a juste arrêté de les suivre, voire à les bloquer si on veut plus tomber dessus. Donc c'est pas la faute de la maman qui s'est mise sur Instagram, mais c'est la faute de la personne qui réagit. Elle assume tellement pas sa jalousie et elle est tellement frustrée de sa situation qu'elle va se trouver des excuses en fait. Oui, mais de toute façon, elle n'est pas indépendante financièrement. Ouais, mais de toute façon, quand ses enfants ils vont partir à l'école ou qu'ils seront grands, elle fera rien de sa vie. Quand elle sera vieille, ses enfants ils s'occuperont même pas d'elle. Sa vie elle tourne que autour de ses enfants. Mais en fait, ta situation elle est toujours aussi minable. Et en plus, t'as blessé quelqu'un. C'est trop nul. C'est trop nul. Donc, en fait, à la base, je voulais faire cet épisode pour vous rassurer. Les critiques des gens ne sont pas toujours révélatrices de la réalité et que ça révèle souvent plus sur eux que ça n'en révèle sur vous. Mais en fait, en parallèle, j'ai quand même fait un petit guide de comment ne pas être comme ça aussi. Et je pense qu'on se fait plus de bien à soi-même parce que, pour reprendre mon exemple, ouvrir Instagram, tomber sur cette maman, dire ok, moi, je trouve qu'elle a de la chance parce que moi, je peux pas faire ça. Est-ce que je suis ok avec le fait de suivre son contenu ou est-ce qu'il me fait trop de mal? S'il me fait trop de mal, je l'unfollow ou je la bloque, comme ça je suis sûre de ne pas retomber dessus. Et bien finalement, c'est à nous qu'on fait du bien aussi parce que on n'est plus frustré, on n'est plus jaloux, on n'est plus... parce qu'on tombe plus sur ce contenu. Mais à partir du moment où je vais entretenir ma frustration et ma jalousie, que j'ai envoyé un message méchant, la personne va me répondre, peut-être tout aussi méchamment, et ce qui est normal parce qu'elle a été blessée, je vais continuer à la voir, peut-être continuer à rejeter ma frustration sur cette personne, mais en fait, on se sent jamais mieux. Donc, à la fois, donc les deux pendants, on va dire, de la médaille, les deux revers, on va dire, les deux côtés de la médaille. Quand quelqu'un vous critique, ne vous soutient pas dans un projet, vous rabaisse, vous envoie des pics sur souvent un sujet en particulier ou sur vous en tant que personne, c'est souvent de la frustration, de la jalousie, et ça en dit long sur la personne, pas sur vous. Maintenant, regardez les gens autour de vous et ceux qui critiquent et demandez-vous, ok, ma copine, elle a critiqué une telle. Est-ce qu'elle l'a critiquée parce qu'elle l'a critiquée ou est-ce qu'il y a quelque chose chez elle qui la frustre et qui lui renvoie à ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle ne sait pas faire ou ce qu'elle ne peut pas faire? C'est la question. Ça permet de se rendre compte autour de soi que des fois les gens sont frustrés par nous et qu'on n'a pas forcément à se remettre en question. Maintenant, effectivement, il y a aussi des critiques qui sont constructives. C'est autre chose. Vous lancez dans un projet, vous avez une copine qui vient vous voir qui vous dit écoute, ça, je pense que ça va pas trop marcher. Moi, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou tu sais quoi, moi, je m'y connais dans tel domaine, je pense que sur ça, tu pourrais un petit peu t'améliorer ou tu pourrais peut-être faire telle formation, etc. C'est pas la même chose, hein. Toutes les critiques ne sont pas à jeter par la fenêtre, mais il faut que la critique elle soit constructive. C'est un peu comme comment ils appellent ça, la technique des 5 secondes, je crois. Tu fais une remarque à quelqu'un que si la personne elle peut le changer dans les 5 prochaines secondes. Je crois que c'est ça. Par exemple, si je vois ma copine le matin et que je lui dis t'as un bouton, bah ouais, mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle l'a vu ce bouton, elle s'est regardée dans le miroir ce matin et elle va rien pouvoir en faire parce qu'il est là. Alors que si je suis en train de manger avec ma copine et qu'elle a un bout de salade coincé entre les dents, je vais lui dire écoute, tu as une salade dans les dents. Grosse salade dans les dents, non. Un morceau de salade dans les dents. Et en 5 secondes, elle va pouvoir le retirer tranquillement. Donc je pense que c'est un peu la même technique. 5 secondes, c'est un peu court, mais
Si la personne elle vous fait une critique et que vous savez que vous pouvez le modifier assez rapidement et que c'est dans votre intérêt, que surtout c'est dit avec bienveillance, c'est ok. Si la critique, vous pouvez rien y changer et que ça vous demande au contraire de vous restreindre, de plus être vous-même, que ça vous fait mal aussi, que ça vous blesse, que c'est dit de manière méchante, ça en dit plus long sur la personne que ça n'en dit sur vous. Je pense que j'irai un petit peu plus loin, je dirais même que les critiques montrent que, surtout quand vous vous lancez dans un projet, que vous allez dans le bon sens. En fait, à partir du moment où vous générez de la frustration et de la jalousie sur un projet, donc en fait vous générez des critiques, c'est que forcément la personne en face, elle se rend compte du potentiel. Donc c'est que vous êtes sur la bonne voie. Même si c'est jamais agréable, je l'entends, c'est pas agréable, mais c'est un exercice. Si tu as écouté le dernier épisode, donc l'esprit guerrier, rien ne m'arrête, tout est une question de mentalité, de comment est-ce que je prends les choses. Est-ce que je les prends personnellement, en l'occurrence, là pour parler des critiques, ou est-ce que je considère que finalement, la personne qui m'a critiquée, elle a forcément vu quelque chose en moi, qu'elle avait envie d'être, qu'elle avait envie de faire, et finalement ça en devient une éloge. Je terminerai avec une phrase que j'avais entendue il y a un moment, qui disait tu peux être la pêche la plus sucrée et la plus juteuse, il y aura toujours des gens qui n'aiment pas les pêches. Donc, on ne plaît pas à tout le monde et c'est pas grave. On aura toujours des critiques pour ce qu'on essaye d'entreprendre parce qu'on va forcément toujours générer dans un sens de la jalousie, de la frustration, de l'envie et c'est ok. D'ailleurs, il y a que les gens qui font rien qui sont jamais critiqués, il y a que les gens qui ne sont rien qui ne sont jamais critiqués. Donc voilà, en fait il faut faire le deuil, se dire qu'on le sera forcément, mais apprendre à le voir en ayant plus de la peine pour la personne qui le critique que pour nous-mêmes. En fait, je vais raconter une dernière anecdote qui est très actuelle en l'occurrence. Je suis en Master 2 et on a beaucoup de présentations orales, des livres un peu exposés, tout ça. Et j'ai appris qu'il y avait un groupe de personnes dans ma promotion qui se moquaient un petit peu des gens qui passaient. Ok. 22, 23, 24 ans, ces âges-là, c'est super. Moi, la mentalité que je vous présente là, je l'ai. Donc, c'est-à-dire, ça me passe vraiment à milieu. Et je suis pas très grande, hein, donc pour que ça passe au-dessus de ma tête, il en faut pas beaucoup. On va dire que j'en ai suffisamment encaissé quand j'étais plus jeune pour qu'aujourd'hui, vraiment, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Et je dirais même que parfois, ça rentre pas dans l'oreille. Donc, personnellement, ça m'a pas particulièrement affectée. Surtout qu'encore une fois, j'ai quand même bien conscience que ça reflète certainement une forme de frustration. Moi, je sais que je m'exprime très bien à l'oral, que je suis à l'aise, que je suis pas timide et ça doit certainement réveiller des frustrations chez d'autres personnes et c'est ok. Après, chacun doit gérer ses émotions. Moi, je suis pas là pour m'occuper des émotions des autres. Mais en fait, une des personnes en particulier qui se moquait plus que les autres, quand elle s'est retrouvée à l'oral, elle était extrêmement mal à l'aise. Extrêmement mal à l'aise. En fait, de toutes les personnes qui sont passées au tableau, c'est la seule personne que j'ai vue aussi mal à l'aise. Ça se voyait qu'elle était pas bien d'être à l'oral, pas bien de s'exprimer à l'oral, qu'elle était mal à l'aise et ça se voyait dans son langage corporel. Et vraiment de manière éloquente, hein, je fais pas la mentaliste, ça se voyait à des kilomètres vraiment. Je pense que si quelqu'un avait dû lui faire une remarque pour qu'elle s'améliore à l'oral, il aurait fallu vraiment lui expliquer que son langage corporel crie « Je ne suis pas à l'aise, je n'aime pas être là, vite que ça se termine ». Et je me suis dit, c'est quand même culotté de se moquer des gens qui passent alors que tu leur arrives pas à la cheville. Ben, en fait, c'est toujours ça. C'est ceux qui critiquent le plus, avec le plus de méchanceté, le plus de malveillance, qui sont les moins capables de faire. Parce qu'en fait, franchement, ça n'arrive jamais. Hein. Franchement, quand tu te permets de critiquer et de te moquer des gens qui passent au tableau, qui présentent leur oral, leur exposé, t'as intérêt à être irréprochable. T'as intérêt à être parfaite. T'as intérêt à avoir une éloquence sans défaut. Et en fait, elle était tout l'inverse. Et ça m'a encore frappée. Je me suis dit, ouais, en fait, elle est tellement frustrée, elle, de pas être à l'aise à l'oral,
de pas avoir une bonne capacité oratoire, qu'en fait sa manière de se rassurer, c'est de se dire je vais trouver un truc ridicule chez tout le monde ou je vais moquer tout le monde parce que moi au fond de moi ça me rassure. Ah ben regarde telle personne, elle regarde que son document. Enfin c'est même pas drôle, hein. Je sais pas ce qu'elle a trouvé drôle, j'étais pas là, j'ai pas entendu, je veux pas entendre. Oh, cette personne-là, elle lit beaucoup ses notes et elle nous regarde pas. Ben ça la rassure en disant ben ça va, moi je suis pas aussi nulle que les autres. Non, t'es plus nulle. Voilà, je peux le dire objectivement, de toutes les personnes qui sont passées au tableau, on va dire, excepté mon groupe et moi, parce que je n'ai pas le recul, je ne nous ai pas vus de l'extérieur, c'était la personne la moins à l'aise à l'oral. Et vraiment, si je peux être un peu crue, parce que elle a été méchante avec la plupart des gens de ce que j'ai pu entendre, c'était la plus nulle. Donc voilà, ayez plus de peine pour les gens qui vous critiquent que de peine pour vous-même. Parce qu'en fait, souvent, c'est pas personnel. Vraiment. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu et surtout vous aura rassuré. Si jamais vous avez fait face à des critiques dans votre vie ou que vous en faites toujours face, n'oubliez jamais que ça en dit plus long. Je l'ai dit plusieurs fois cette phrase, hein, ça en dit plus long sur eux que ça n'en dit sur vous. C'est bon, j'y suis arrivée. N'hésitez pas à me faire votre retour sur ce que vous avez pensé de l'épisode sur TikTok ou Instagram @unmicro entre nous. Ce serait vraiment un plaisir pour moi d'avoir vos retours. Bye!